5 questions essentielles sur l'architecture. Alors, Eduardo Souto de Moura, le Toronais, c'est un événement, un monument, je dirais, de l'architecture française qui rappelle les racines de l'architecture. On remarque que dans votre architecture, il y a énormément, je dirais, cette empreinte des édifices intemporels, ce travail subtil sur la proportion, sur les matériaux. Quelle leçon tirez-vous des enseignements de cette architecture? De tourner ou de l'histoire? Que ce soit le Toronais ou certains édifices qui vous plaisent dans l'histoire. C'est une chose obligatoire, mais qui ne donne pas de réponse. C'est comme une obligation. On doit faire le parcours pour l'histoire, mais on ne peut pas aller à l'histoire avoir des réponses parce qu'on doit faire. C'est comme trouver une certaine tranquillité, devenir plus commode après faire l'architecture contemporaine. Ça veut dire, je pense qu'il y a des choses universelles pendant toute l'histoire. Et il faut comprendre ça dans ces monuments, les proportions du Parthénon, le dehors et le dedans dans la fin de soirée, mais on ne peut pas copier, sinon on devient ridicule. C'est comprendre l'essence, pourquoi dans ce temps, avec ces moyens, avec ce type de pensée, au Moyen-Âge, ils doivent arriver à ce type de forme, avec ce matériau. Ils ont dessiné un code pour être matérialisés avec un matériau, tourner la bière, soit le fer et le verre. Et c'est comprendre cette logique comme un exercice qu'on fait tous les jours, en voyage, en visite, achetant des livres, mais ne pas pour avoir des réponses directes comme ça. Ça c'est comme ça, on le fait comme ça. C'est un peu comme la gymnastique. On fait comme des fous dans un quartier et on dit pourquoi il fait ça. C'est pour se préparer par exemple à la marathon. On a fait 40 km. Il n'y a pas une réponse directe, mais je pense que l'histoire c'est une chose importante pour entrer un peu comme osmose dans l'atmosphère. Compression pas directe, pas mathématique, mais un peu comme rêverie, qui dans le moment où on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on possède un dictionnaire visuel et la main répond. Très bien. Vous parlez souvent du Cardo et du Decumanus romain. Et j'ai vu effectivement dans vos carnets de croquis, vos dessins assez extraordinaires sur la manière dont vous dessinez la planète Terre, avec l'Axis Mundi, la silhouette de la Terre. Donc, ces remarques, quels sont pour vous les fondamentaux en architecture? Il n'y a pas d'architecture sans site. Une chose, c'est le discours théorique, c'est l'art de l'architecture, on a dit ce n'est pas un art. Après, elles peuvent arriver à nos statuts de l'art. Et on a besoin d'un site. Et une des premières choses qui est pas facile, c'est trouver le site. Arriver et dire, on fait là, on ne pas là. Et je me rappelle un film de Pasolini avec Callas. Après, je découvre le nom. Qu'il se promenait dans un désert avec un groupe. Et après, quelqu'un a dit on reste ici, on est fatigué. Et elle a dit non, non. Elle a mis une pierre à jeter et on va rester là. C'est un point. Mais ça donne cette idée d'un centre. Alors, le point c'est défini de lignes. Et l'histoire nous confirme, on a parlé de l'histoire, on la demande avant, que l'univers de Copernic, il y avait des axes. Après, le monde s'est divisé entre est, ouest, nord, sud. Les édifices ont toujours une tête, c'est un corps. Et même les villes occidentales, européennes, sont basées sur les villes romaines, qui ont toujours ces deux lignes avec un centre, c'est la place.
Et ça se répète dans la modernité. Et ça marche. New York marche très bien avec le cas de Cédric Koumanis. Et c'est la même idée de ville que Milet en Grèce. Comment on dit, équipe qui gagne, on ne touche pas. Alors, comme les villes peut-être que j'aime plus sont les villes orthogonales. Pourquoi pas continuer cette façon de dessiner, pas en faisant le pastiche de l'histoire, mais en comprenant que c'est universel, les axes, le nord, le sud, la tête, les pieds, le corps, la colonne. Et alors c'est un instrument, on ne voit pas, mais ça, on a besoin d'inventer ou d'utiliser des instruments pour réduire les possibilités de la forme. Parce qu'il y a une chose qui est très dangereuse, c'est l'imagination. Il faut réduire avec les instruments. Et ça nous donne des censures. Censure, on dit en français. Censure. Pour faire un champ plus restreint. Et l'histoire nous prouve que c'est une façon d'occuper le territoire. Amérique latine, l'Espagne, fait toutes les villes, le Portugal, le Brésil. Chez nous, le cadre des Koumanis, c'est un peu plus organique, parce qu'on est moins discipliné. Mais ce sont des instruments qui, dans le passé, ont donné des preuves, et pour le futur, je ne vois pas pourquoi pas continuer, parce que l'architecture a besoin de cette continuité de connaissance. Très bien. C'est sympa. Vous citez souvent Aldo Rossi, Mies van der Rohe, qui est un architecte que j'adore, et on sent effectivement dans votre architecture, notamment lorsque je l'ai découvert moi, en 1998, j'ai senti une respiration, notamment par rapport à l'architecture, je dirais, portugaise. Il y a eu une sorte de respiration, de nouveauté, et donc j'aimerais comprendre quelle influence ont ces architectes importants de l'histoire de l'architecture dans votre travail, et un peu comme vous avez parlé de l'histoire, des choses qui marchent, comment vous l'utilisez aujourd'hui dans votre travail? Au début, la chose pour moi, le plus haut niveau qu'on est arrivé en architecture sont les Grecs. C'est l'édifice lui-même avec ses proportions magiques. Et c'est le site. Le site est toujours très bien implanté. Je ne sais pas pourquoi. Il découvre des plateformes qui n'est pas le plus haut. C'est un peu nouveau riche, dominer le territoire, la géographie. Ce n'est pas en bas qu'on est trop terrestre. Il y a toujours, il disait, un site où habitent les dieux. C'est le site pour mettre les temples. Et ça, c'est magique. Alors, pour moi, c'est l'ensemble d'édifices et d'urbanisme et de paysagisme le plus haut, à mon avis. Après, Mies van der Rohe a pris beaucoup des Grecs. Il a étudié ça, il a fait un peu la même chose, mais avec les moyens modernes, le verre, le fer. Et Felsworth, de nouveau, c'est un temple grec, c'est énorme. On passe au-dessous, parce qu'il a 2 mètres d'auteur, le sol. Et on arrive là, on pense qu'il est ouvert, en verre, mais non, il est complètement caché, il est comme une porte dans les arbres, on découvre. Et la même sensation d'avoir de voir un temple. Mais comme il n'est pas en marbre, avec le fer, il n'a pas besoin de 7 ou 8 colonnes, il a besoin seulement de 2. Alors, il peut faire cette intelligence d'utiliser le matériau et la technique pour faire une nouvelle forme. Et c'est ce qui m'intéresse à Mies, ce n'est pas la forme elle-même, moi ce qui m'intéresse c'est la construction de la forme. Et quand j'étais étudiant, j'ai été éduqué avec tous les mouvements postmodernistes, à refuser le moderne, à dire les pires choses du moderne, Peuple, Le Corbusier, que dans les écoles on faisait le funéral on dit en français. Funérailles de Corbusier. Et tous les défauts des villes de l'architecture, c'était Corbusier, le mouvement moderne. Alors, arrive le postmodernisme, il y a des choses bien qui critiquent le modernisme. Pourquoi on a oublié l'histoire? Pourquoi on a oublié le patrimoine? Pourquoi on a oublié la ville historique, le centre? Ils ont ajouté une plus-value au modernisme dans ce point de vue.
Par exemple, la Bauhaus n'avait pas la discipline d'histoire, c'est un peu étrange. Mais c'était fatigant. Et comme le Portugal, c'est un pays pas central de l'Europe, c'est latéral, et on a eu un demi-siècle de fascisme, avec une architecture nationale, classique, postmoderne, entre guillemets. Pour moi, à la fin de l'école et après la Révolution, on devait rebâtir un pays de nouveau. Et le langage, toutes les théories, c'était le postmodernisme. Et on a dit, mais on a eu 50 années de postmodernisme, on va le continuer. Et on avait cette volonté de faire le moderne, parce que c'était une chose moderne pour nous. Alors, de tous les modernes, ce qui était le plus efficace, à mon avis, c'était Mies van der Rohe avec la construction de la forme. C'est trouver un moyen, des matériaux qui se produisaient dans l'industrie, trouver un langage et un système constructif. Ça, pour moi, c'est un triangle d'or, que c'est la réponse à des questions concrètes, ces trois éléments. Et ça a été comme une certaine air fraîche dans cette panorama de fronton, colonne et ça. Et nous a donné un peu la simplicité des choses, la naturalité des choses, pour arriver à un pays qui avait besoin d'un demi-million d'habitations, de 5 000 écoles, tout ça. Alors, c'est pourquoi Nice est arrivé. Aldo Rossi a ajouté, à mon avis, au mouvement moderne, cette importance du réalisme, de l'histoire. Il a introduit l'étude de la typologie et de la morphologie, qu'on ne devait pas inventer tout le temps quand on fait un édifice, un nouveau langage. Ça veut dire que je dois mettre une cravate, je ne vais pas inventer une cravate. J'ai besoin de souliers, je ne vais pas. Il y a des types de souliers, pour le tennis, pour les fêtes. Alors, il a proposé ça, bâtir le territoire avec la typologie et la morphologie. Et ça, ce n'est pas des formes abstraites, il était lié à une culture, à la littérature, au cinéma. Et il a donné à l'architecture pas cette vide du mouvement moderne que la maison, c'est la machine à habiter. Et ça m'a frappé parce que quand on est jeune, on aimait toujours, et aujourd'hui aussi, quand on ouvre un carnet blanc, on dit qu'est-ce qu'on va faire. Et si quelqu'un nous aide à dire comment voir la vie, comment la dessiner, comment la comprendre, ça nous aide à décider quelque chose. Et c'est cette aide que Aldo Rossi a fait dans l'architecture comme ville, et après comme l'autobiographie scientifique, que nous a donné aux jeunes architectes le confort pour commencer à construire. Après, il a été mon professeur en Espagne. Et comme figure, c'était un personnage incroyable, une force. Malheureusement, je n'ai pas connu Mies van der Rohe. Heureusement, j'ai travaillé avec César, c'est aussi un maître. C'est très beau ce que vous avez dit là. On en vient aujourd'hui. Vous avez eu le Pritzker Prize, qui est un peu le prix Nobel de l'architecture, en 2011. Et j'ai entendu dire Tadao Ando qui disait que lorsqu'il passait à une échelle internationale, il ne maîtrisait plus son projet. Est-ce que vous avez le sentiment de ne plus maîtriser votre projet quand vous passez à l'échelle internationale et de perdre un peu ce que j'appelle votre label, votre identité d'architecte ancrée un peu dans le site? Bien, il faut dire la vérité, le Pritzker m'a ouvert des portes et elles sont bien reçues parce qu'avec la crise chez nous, on n'a pas de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis invité pour faire des projets et beaucoup de concours en dehors du Portugal parce qu'au Portugal, il n'existe rien à faire dans ce monde. Alors, je dois découvrir l'intelligence de faire les choses. J'ai passé mes premières 10 années de ma vie à faire des petites maisons en étage. Et après, le deuxième projet a été faire une tour de 26. Et après, le métro de Porto de 70 km. C'est complètement différent
travailler avec des échelles. Mes amis disaient, va être un désastre, Eduardo, c'est seulement faire des maisons en métal. Mais il faut trouver, jamais j'ai fait un stade de football, j'ai étudié des stades, j'ai voyagé pour toute l'Europe, j'ai pris des consultants anglais au Maroc sur l'équipement sportif et on a trouvé le moyen. Je fais des hôpitaux, je ne comprends rien d'hôpitaux, mais j'ai des experts qui me disent les règles des hôpitaux, qui me corrigent. Alors, cette situation nouvelle ne me fait pas peur. Je sais que je vais changer, parce que je ne suis pas dans mon pays, avec les personnes que je suis habitué à travailler, et je peux contrôler beaucoup mieux le projet. Alors, je dois faire des choses différentes, parce que c'est loin et je ne peux pas contrôler dans le site. Alors, il faut faire un type de dessin moins complexe, plus direct, plus universel. Mais je n'ai pas de peur à dire je vais perdre mon identité, parce que ce n'est pas une option à moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est l'unique possibilité que j'ai de continuer à être architecte. Alors, dire non et rester dans mon pays, c'était une position romantique, il n'y a pas de décadence pour la fin, parce que c'est réindiquer, on dit, revendiquer des situations, des moyens et des projets qui n'existent. Alors c'est la décadence, c'est un monde fausse. Il faut inventer de nouveau. Alors justement, dans cette situation difficile de crise européenne, quel conseil donnerez-vous à tous ces jeunes qui veulent aujourd'hui devenir architectes? Chez nous au Portugal, c'est très facile. C'est très dur. Il faut émigrer. Si quelqu'un a étudié pendant l'école, après les beaux-arts, la faculté d'architecture, et veulent bâtir, faire des choses, changer le monde, au Portugal n'a pas de possibilité. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de demandes ni publiques ni privées, parce que les banques sont fermées. Alors pour nous, il y a des possibilités à cause de la langue. Le portugais, c'est la 4e langue plus parlée au monde. On peut aller au Brésil, on peut aller dans les anciennes colonies. Et ça, la langue, c'est une plus-value pour se mettre à communiquer. Les anciennes colonies sont pleines de Chinois, mais je sais qu'ils préfèrent le portugais, même s'ils ont été les colonialistes, parce que c'est plus facile de manger et d'écrire. Les piliers, ce n'est pas comme ça. Et alors, beaucoup de monde partent du Portugal pour le dehors, pour le monde. C'est un peu une tradition, le portugais. Je pense qu'il habite au dehors du Portugal, le même numéro qu'habite au Portugal. C'est une tradition de sortir la deuxième ville portugaise, c'est Paris. Ça signifie quelque chose. Ce n'est pas Porto. Et après, il y a Caracas, l'Afrique du Sud, New Jersey aux États-Unis, Boston, plein de Portugais. C'est une habitude, c'est comme les éléphants, et après ils vont toujours mourir au Portugal. Pour les Portugais, c'est émigré. Pour les Européens, je pense qu'il y a des pays où il existe, où continue à exister un peu des projets. Par exemple, ici en France, je travaille. Il me semble qu'il n'y a pas à Paris, il y a des deuxièmes villes émergentes, comme Bordeaux, qui a beaucoup de travail, je travaille là. Il y a quelque chose qui se passe là, ils vont faire de nouvelles choses, presque une nouvelle ville. Marseille, il y a un front maritime énorme qui vont faire des choses. Ça, c'est la France. Italie, le Nord, il y a du travail. Espagne, rien. Et Afrique. Et pourquoi je dis l'Afrique? Parce que l'Afrique, c'est le futur. Ce n'est pas seulement pour ces premières choses, c'est très important, c'est la nécessité. Ce n'est pas seulement dire on va faire un hôtel ou pas un hôtel, on va faire un cinéma. Mais là, c'est de l'oxygène pour respirer. Et ça, où on fait des erreurs à faire des villes africaines, comme on fait
aux États-Unis, comme on fait au Japon et en Chine, des gratte-ciel en fer avec une température au dehors de 45 degrés. Or, il faut inventer une certaine architecture pour le futur. Ce n'est pas loin de l'architecture traditionnelle, parce qu'on ne change pas tous les jours, comme la chemise. Il y a toujours cette continuité, mais il faut être intelligent pour comprendre. Ici, à Nairobi, c'est très différent qu'à Stockholm. Et ils ont de l'argent parce que maintenant, les économies africaines, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a beaucoup de choses. Ils ont de l'argent, ils ont la volonté, ils ont perdu un peu cette complexe colonialiste. Et il y a un marché énorme, et une volonté énorme, si j'ai été en Angola, de faire. On a besoin de faire. Parce qu'ils savent qu'ils veulent le faire pour se développer. Et à mon avis, la Chine s'est très développée, l'Inde va passer la Chine dans le futur, mais il y a très bons architectes, l'informatique, il y a beaucoup de gens. Et l'Afrique, non. L'Afrique, maintenant, a besoin de techniciens, d'architectes, d'ingénieurs. Et ça va être le Carlos. Donc les jeunes vont aller en Afrique, on va dire, pour le futur. Ça serait l'idéal. L'Afrique, l'Asie. Mais c'était une tradition de l'architecture. Les architectes du Nord, les intellectuels du Nord, ils venaient toujours aussi en Italie. Corbusier était suisse, il a fait le voyage en Orient. Il faisait des dessins à Varalto. Faisait des dessins en Grèce. Tout le monde allait en Grèce, en Italie. Cette attraction du Nord pour le Sud. Et après, une chose qui est intéressante, c'est un peu le Sud pour le Nord. Les architectes néoclassiques, le classicisme du Nord. Et il y a ce mouvement. Et après la guerre, et même avant la guerre, beaucoup d'Européens ont allé aux États-Unis, beaucoup d'Américains ont venu ici à voir qui était Corbusier, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors c'est une chose, à mon avis, normale. Beaucoup de gens d'Amérique latine, du Brésil, surtout les familles riches, envoyaient des architectes en Europe. Et après, ils arrivaient à Bogota, Caracas, à São Paulo. Ils faisaient ces premiers édifices très fraîches, très naïfs, très modernes. Et le moderne, là, marche très bien parce qu'on mit une herbe avec un peu d'eau et on passait 2 mois à cette herbe. Et c'est le mélange entre la nature et l'architecture. C'était un peu l'esprit moderne. Et l'architecture du XXe siècle, les architectes voyageaient beaucoup. Pas pour faire le tourisme, mais on voit Corbusier aller au Brésil, en Argentine, en Colombie, à vendre ses idées, la vie, toujours ses dessins du territoire. Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de travail ici, parce qu'il savait que là, il y avait une échelle nouvelle pour faire. Même l'Amérique latine, le Brésil, le Pérou, le monde, le développement. Je vous remercie, Eduardo Souto de Moura, de cet entretien, et je tenais aussi à vous remercier personnellement parce que vous étiez comme Luis Vondero ou Waldo Rossi, un architecte qui m'a beaucoup appris et influencé durant ma carrière. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.